émérite au département d'études turques de Strasbourg, que vous avez été directeur de l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul dans les années, autour des années 2000. Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, vous êtes spécialiste de l'Empire ottoman, de la Turquie moderne, en ayant travaillé sur de nombreux thèmes, littérature, histoire du socialisme dans l'Empire ottoman, franc-maçonnerie, les relations interconfessionnelles, et j'en passe, et j'en passe. En tout cas, les ouvrages les plus cités, j'ai l'impression de Paul Dumont, les ouvrages les plus cités dans les bibliographies sont Mustafa Kemal invente la Turquie moderne, et aussi ce chapitre dans l'histoire de l'Empire ottoman de Robert Montran, la période des Tanzimat, qu'on trouve vraiment dans toutes les bibliographies sur l'Empire ottoman et beaucoup plus largement en sciences politiques et en histoire du Maghreb aussi, qui s'inspire beaucoup de ce chapitre. Et voilà. Et donc, c'est un peu un scoop pas pour vous, je crois, mais pour nous, c'est qu'il y aura bientôt un ouvrage qui vous sera consacré, qui est, paraît-il, sous presse à Strasbourg. J'espère que c'était pas, je crois que c'était pas une surprise complète, mais en tout cas, ce n'était pas une surprise complète, mais pour dire la vérité, je ne sais absolument pas où ça en est. Bon, en tout cas, on guettera et donc en attendant ça, nous avons l'honneur de vous entendre en direct. Donc merci beaucoup et à vous le micro. Merci beaucoup. Ça fait quand même un certain nombre d'années que je n'enseigne plus à l'université et je me suis demandé, en acceptant votre invitation, si je serais encore capable de parler en public. C'est une... J'ai 76 ans maintenant et bientôt, j'espère que j'en aurai davantage dans les années à venir. Alors, bon, vous aviez, je crois, lorsque vous m'aviez invité à prendre la parole, vous m'aviez parlé d'une conférence à faire en public. Je dois dire que ça sera plutôt une sorte de causerie, hein, c'est-à-dire que ça sera un tout petit peu décousu, je m'en excuse à l'avance. Hein, ça serait un peu décousu. Le point de départ de ma réflexion a été une phrase du reste assez connue de Charles Fourier. Dans son premier traité, publié en 1808, sous le titre de la théorie des 4 mouvements et des destinées générales, un titre assez énigmatique, Fourier imagine une organisation sociale constituée d'une fédération de petites unités de production et lui assigne à cette structure faite de 660 000, je crois, phalanstères. Il lui assigne pour siège du pouvoir politique la ville de Constantinople. C'est ici, dit-il, que doit être la capitale du monde. Et cette idée, il va la reprendre dans la plupart de ses ouvrages ultérieurs, et ses disciples vont se l'approprier également. Alors, cette utopie de Fourier s'inscrit en fait dans l'ère du temps. Vous savez que Michel Foucault, dans un de ses cours du Collège de France, en 1978, soulignait le fait que l'Europe du XVIIIe siècle est fondamentalement plurielle, qu'elle est faite d'une mosaïque d'États, d'une mosaïque d'États fondée sur le principe de la balance des pouvoirs. Cependant, sous l'effet de la révolution industrielle, de la révolution française et de l'expansion coloniale, on va voir ces lignes-là bouger. L'Europe se met en quête d'un modèle d'organisation économique et politique propice au commerce, à l'industrie et d'une manière générale
à la paix et à la prospérité collective. Il s'empare du sujet en proposant, dans un style très imagé, un style qui lui est propre, la mise en place de structures de régulation supranationale dans le cadre d'une organisation globale du monde. Une organisation globale qui serait favorable à l'enrichissement et au progrès. Il ne s'agit pas pour autant d'adopter les vues du libéralisme bourgeois. Dans son essence, le projet de Fourier est égalitaire et soumis au contrôle d'une pyramide des pouvoirs. Ainsi, si vous voulez, Fourier et ses disciples vont contribuer à jeter les fondements lointains des institutions internationales d'aujourd'hui, et plus particulièrement de l'Union européenne. Mais ce n'est pas de cette histoire-là qu'il sera question ici. De manière beaucoup plus modeste, je chercherai à répondre à une question qui vient d'emblée à l'esprit lorsqu'on lit ces phrases de Fourier. Pourquoi Constantinople? Pourquoi Constantinople? Fourier, lui, met en avant surtout des arguments géopolitiques. Je vais y revenir dans la suite de cet exposé, mais il est probable qu'ont surtout pesé chez lui et chez ses disciples des considérations d'ordre symbolique. En effet, Constantinople, Istanbul, est d'abord dans l'imaginaire collectif européen une ville marquée par le sceau du pouvoir impérial, et cela depuis 2 millénaires. Les empereurs byzantins et leurs successeurs ottomans ont su non seulement en faire une deuxième Rome, siège du pouvoir politique, économique et militaire, mais aussi dès le 5e siècle, une deuxième Jérusalem, puisqu'il y a cette sacralisation de la ville par l'importation notamment de reliques, et plus tard une des villes saintes de l'islam, là encore au moyen de l'importation de reliques conservées au palais. Alors ça, c'est donc un aspect, une ville qui, par essence, en quelque sorte, est le siège d'un pouvoir impérial, et d'un pouvoir impérial qui s'appuie aussi sur la religion. D'autre part, Constantinople fait partie de ces nombreux lieux sur Terre qui, à un moment ou à un autre de l'histoire, ont pu se proclamer centre du monde. Cette centralité fait d'elle non seulement un point de rencontre et de concentration de forces opposées, mais aussi, par définition, un lieu qui peut se concevoir, qui ne peut se concevoir qu'à travers la relation qu'il entretient avec sa périphérie et au-delà avec le monde global. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants, dit le texte. Vous avez moyen de l'activer ou pas tellement? Alors, de mon point de vue, il n'y a rien qui a changé. Chez moi, ça marche aussi. Hein. Mais parce que oui, mais moi, j'aurais voulu vous montrer un petit PowerPoint que j'ai préparé, et apparemment, je n'ai pas cette possibilité. Ouais, tu peux... Voilà. Oui. Ça marche maintenant? Oui.
Attendez, là, j'ai accès à des éléments qui ne m'intéressent, qui ne me concernent pas. Non, non, mais là, c'était. Donc, le point technique, vous l'avez vu avec Rachid. Normalement, ça devait être bon, hein, parce que moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai pas du tout cette option, hein, de mon côté. Non, mais c'est vous qui devez m'autoriser à partager l'écran, l'animateur. Ouais. En bas de l'écran, il y a marqué partager l'écran. Ah oui, c'était fait. Mais c'est mon écran qui va apparaître. Mais c'est pas le. Oui, ce n'est C'est pas ce qui pas votre écran, c'est le mien qui doit. Vous devez m'autoriser à partager l'écran. Il faudrait demander à votre collègue, à votre ami, parce que moi, vous voyez, quand je clique sur écran partagé, il apparaît une indication qui dit l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Moi, je suis un participant. D'accord. Alors, Donc, il faut que vous m'autorisiez à partager mon écran. eh bien, je vous autorise formellement à partager votre écran. Mais maintenant, euh, techniquement, j'ai été un peu laissé euh, face à ça, effectivement. Et je m'en excuse. Partager l'écran, mais ce sera le mien à nouveau. Donc, Oui, c'est pas oui, ça. non, ça doit se faire au niveau de. Enfin, je ne sais pas à quel niveau ça se fait parce que je ne sais pas. Antoine, tu veux que j'appelle Rachid? Bah oui, si tu veux bien, oui, parce qu'il m'a laissé Je vais un peu l'appeler. de temps. Je vais l'appeler. Ah, là, ça va. Voilà. Bon. Là, vous voyez Oui. la Oui, diapositive. oui. Voilà. Parfait. Alors, Oui, donc, que se passe-t-il? je vous parlais de cette centralité attribuée à Constantinople, une centralité du reste matérialisée par un espace particulier dans, dans Sainte-Sophie. Mais en fait, cette centralité, comme vous pouvez l'imaginer, est multiple, hein. Il y a énormément d'endroits qui, d'une manière ou d'une autre, se définissent comme se disent le centre du monde. Par exemple, ici, hein, sur cette diapositive, il y a quelque part en France le centre du monde qui est désigné. Alors, où est-ce qu'il se trouve, le centre du monde? Quand j'ai montré cette diapositive à mon épouse, on a essayé justement un peu le PowerPoint. Elle est d'origine grecque. Et elle m'a tout de suite répondu, ben, le centre du monde, c'est Delphes. Pour elle, c'était une évidence. Hein, mais en fait, des villes qui aspirent à la centralité sont multiples et il s'agit du reste de centres qui peuvent être remis en cause, on peut avoir des centres qui implosent, qui explosent, qui disparaissent. Toujours est-il que pour les fouriéristes, c'était Constantinople.
Alors, voilà par exemple deux centres du monde. À droite, vous avez la pierre qu'on appelle la pierre du million, qui se trouve à Istanbul et qui est considérée dans une certaine mesure comme un centre possible du monde. C'est le point de départ de toutes les distances au sein de l'Empire byzantin. Et à gauche, vous avez quelque chose qui est davantage, en quelque sorte, le centre du monde, puisque c'est le nombril du monde, le nombril du monde à Rome. Comme vous voyez, c'est une porte très basse par laquelle on pénètre et par laquelle on a accès aux forces souterraines. Ailleurs, on a d'autres sortes du monde, d'autres centres du monde, où au contraire, l'accès est donné aux forces célestes. Hein. Tout dépend des situations locales. Là, vous voyez le centre du monde qui est très clairement désigné. Et quand vous vous rendez à l'emplacement qui est désigné, voilà le centre du monde. D'après Salvador Dali, c'est la gare de Perpignan. Et Salvador Dali, dans les années 60, s'est exprimé à ce propos. Il dit « J'ai eu à la gare de Perpignan une espèce d'extase cosmogonique plus forte que les précédentes. J'ai eu une vision exacte de la constitution de l'univers. » Et comme cela a fait la célébrité de la gare de Perpignan, il y a un Robert Douche, je ne sais trop comment ça se prononce, qui en 1982 a peint ce plafond. Et en fait, la gare de Perpignan est décorée de partout. Bon, cette centralité peut être aussi cartographiée. Hein. Les premiers cartographes connus dans la Grèce antique, les premiers géographes, ont imaginé, comme vous le voyez, une terre composée de trois éléments principaux, l'Europe, l'Asie et ce qui est nommé ici Libye, c'est-à-dire l'Afrique, toute plate, qui repose sur un océan, une sorte de terre qui flotte sur un océan. Et si vous imaginez le point central de cette représentation, vous vous retrouvez effectivement à Delphes où se trouve l'omphalos, c'est cette pierre donc le nombril, qui permet aux humains de dialoguer avec les forces souterraines et ce qui permet aussi peut-être à la Pythie de Delphes de dire l'avenir. Alors, donc, si vous voulez, dans le sillage d'Anaximandre, d'Hécatée, des centres du monde qui se présentent souvent sous la forme d'un nombril, on en trouve un peu partout. C'est un monde qui est formé de 2 ou 3 territoires, généralement 3, séparés par des mers et des fleuves. Donc tout cela est bien organisé. Et ça, c'est la vision de la Grèce antique, mais d'autres civilisations ont d'autres centralités, l'Égypte pharaonique, le monde hébraïque, les civilisations de l'Anatolie aussi. Et là, vous avez à droite une représentation babylonienne du monde, là aussi,
centrée et qui ressemble beaucoup du reste à cette représentation des géographes grecs que je vous ai montré tout à l'heure. Ce monde va être plus tard représenté sous la forme de cartes que l'on appelle en TO, où l'on voit une sorte de croix qui se dessine avec en haut à l'est donc l'Asie, et ensuite de part et d'autre de la croix l'Europe et l'Afrique, la barre centrale étant représentant la mer Méditerranée. C'est une tripartition du monde qui correspond à la Trinité chrétienne, mais aussi au peuplement de la terre par les trois fils de Noé, Sem, Ham et Japheth. Et le T est assimilé en fait à la croix grecque. On a là une forme qui reprend le modèle circulaire des cathés et d'un aximandre, avec Jérusalem au centre, en fait. Lorsqu'on regarde des cartes, des représentations un peu plus élaborées, généralement on trouve Jérusalem au centre et la carte quelquefois reprend une forme humaine qui est celle du corps du Christ. On a aussi quelquefois des cartes en trèfle avec Jérusalem au centre. Toujours, donc c'est une autre centralité. Et ici, je ne sais pas, j'ai un petit... Je ne sais pas si vous voyez bien tout le PowerPoint. Ici, vous avez en haut à l'est le paradis terrestre, quelque part probablement en Mésopotamie, également sur l'autre carte, donc le paradis terrestre qui est également représenté. Bon, évidemment, lorsqu'on regarde les choses du point de vue d'autres cultures, on voit d'autres centralités apparaître. Ici, on a des cartes arabes qui, elles, donnent pour centre du monde l'Arabie. L'Arabie, la péninsule arabique. Tantôt, ces cartes musulmanes sont centrées, peuvent être centrées sur la Mecque. D'autres fois, elles sont centrées sur le delta du Nil. Alors voilà, on a parlé un tout petit peu de la centralité. J'avais au départ un très grand choix de cartes à vous montrer. Je les ai éliminées pour que cet exposé ne soit pas trop long. Et puis, de toute façon, c'est un thème qui a été déjà quand même souvent abordé. Ici, c'est l'autre aspect que j'avais évoqué dans mon introduction, c'est-à-dire la question de l'empire du monde, du pouvoir politique et militaire. Alors, le document que je vous montre là sur la droite est un extrait d'une carte romaine qui représente les routes de l'Empire romain vers le IVe siècle après Jésus-Christ. Et qui couvre l'ensemble de l'Empire depuis Rome jusqu'à Antioche et au-delà. C'est une carte qui propose deux centralités en réalité. Je n'ai pas voulu m'étendre sur la centralité de Rome, de la ville de Rome,
Mais plus encore que Rome, ce qui occupe la place centrale, une place centrale dans la carte, c'est la ville de Constantinople. Et là, vous voyez sur le document très clairement le souverain avec un certain nombre d'attributs du pouvoir royal, sa toge pourpre, la chaise sur laquelle il est installé, le trône, un bouclier qui est en fait un symbole apparu assez tardivement, mais qui représente essentiellement la foi chrétienne et aussi l'aspect défensif du rôle que peut jouer le souverain, une lance, et sa couronne, qui est en fait ce qu'on appelle une tufa, je crois, et il désigne de la main cette figure, vous voyez, une colonne avec surmontée par un personnage, on ne voit pas très bien, par un personnage qui tient quelque chose dans la main. C'est donc la carte de Pöttinger, qui est une longue bande d'environ 7 mètres de long et qui est un document assez intéressant à examiner pour se faire une idée de la représentation de ce monde centré tel qu'on pouvait telle qu'elle était formulée au IVe siècle. Alors, je vous ai montré tout à l'heure cette figure tenant quelque chose à la main. En réalité, ce que cette figure tient à la main, c'est l'orbe terrestre, la représentation du globe terrestre. Vous voyez ici que c'est un volume. Ce n'est plus une terre plate, mais une terre qui a la forme d'un globe et qui est surmontée d'une figure qui est la victoire, un peu comme la victoire de Samothrace, par exemple. Et une figure très courante, hein, la victoire représentant la force armée et le pouvoir que l'on acquiert par la force militaire. Mais plus couramment, on a simplement c'est une figure ancienne, la force avec l'orbe surmonté d'une victoire qui remonte au IVe siècle ou Ve siècle avant Jésus-Christ. Mais plus couramment, on a simplement ces figures royales qui tiennent dans leurs mains l'orbe terrestre. Ici, c'est une figure donc du XIIe siècle, du début du XIIe siècle. L'orbe terrestre, vous voyez, est remplacé par une sorte de carte en TO, hein, comme comparable à celle qu'on a vue rapidement tout à l'heure. Et alors, quant à la colonne en question que nous avons vue tout à l'heure, c'est la colonne de Constantin Ier, qui a été construite dans les années 320 après Jésus-Christ. Là, l'auteur de cette en propose une reconstitution qui est surmontée donc de cette figure qui représente une sorte d'Apollon, soleil, qui tient à la main certains des attributs royaux, une pomme d'or et une lance.
ça a été pendant longtemps le symbole par excellence de la ville de Constantinople, de la centralité de Constantinople et du pouvoir impérial qui y siégeait. Aujourd'hui, cette colonne existe toujours, mais une des premières choses qu'ont fait les sultans ottomans lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, ça a été de détruire en grande partie la colonne et surtout d'en retirer non plus cette statue qui n'existait plus probablement au moment où les sultans sont arrivés à Constantinople, mais une croix d'or qui l'avait remplacée au sommet de la colonne. Voilà son état actuel, si vous voulez, à Istanbul. Une autre colonne à Istanbul était également très symbolisait la puissance et l'empire du monde. C'est la colonne de Justinien. Là encore, on a un empereur qui tient dans sa main une pomme d'or. Là, on en a simplement une reproduction. Cette colonne n'existe plus. Alors, avec cette pomme d'or, nous arrivons dans ce qu'on appelle le mythe de la pomme d'or, puisque les musulmans qui assiégeaient la ville, apparemment, il s'agissait pour eux de s'emparer de cette pomme, symbole du pouvoir. Bon, je ne voudrais pas entrer dans le détail des choses ici, mais par la suite, ce mythe de la pomme d'or a été remplacé par un autre mythe qui est celui de la pomme rouge. La pomme rouge, encore au XXe siècle et même aujourd'hui, les Turcs nationalistes parlent volontiers de la pomme rouge qu'il s'agit d'aller conquérir. Cette pomme rouge, pendant de nombreux siècles, a été probablement la coupole d'une église d'Occident, peut-être la coupole de cuivre d'une église d'Occident, peut-être la coupole de Saint-Pierre de Rome ou la coupole de l'église Saint-Stéphane à Vienne, Saint-Étienne à Vienne, ou encore bien d'autres monuments de Hongrie et d'ailleurs qui avaient des coupoles de cuivre et qui ont pu être dans la mythologie des armées conquérantes du sultan ottoman, être cet objectif qu'il fallait atteindre. Mais c'est un mythe, si vous voulez, qui a remplacé celui de la pomme d'or, qui est un mythe qui a duré pendant un millier d'années dans la région. Alors, bon, là, je ne veux pas trop m'attarder. D'autres formes d'orbes terrestres, notamment l'orbe terrestre recouvert, surmonté d'une croix. Il y en a de très nombreux exemples. Et cela nous amène à une autre forme de pouvoir impérial en quelque sorte, qui est le pouvoir religieux. Ici sont regroupés au centre de la photographie en bas le personnage qui porte des vêtements d'or. C'est le patriarche Bartholomé de Constantinople, le patriarche actuel. Il est accompagné du patriarche sur sa gauche
du patriarche d'Alexandrie, et je crois que sur sa droite, il me semble qu'il s'agit du patriarche de Moscou, mais je n'en suis pas sûr. Et en haut, vous avez le pape Benoît XVI avec sa mitre. Vous constatez qu'ils portent tous sur leur coiffure cette orbe terrestre surmontée d'une croix et qu'ils revendiquent tous de cette manière le pouvoir terrestre, le pouvoir sur l'ensemble l'ensemble du globe. Hein. Ce sont tous des souverains de l'ensemble du globe. Évidemment, ça en fait beaucoup, mais apparemment, ça ne les gêne pas d'avoir tous la même revendication. Alors, par la suite, il y a eu de nombreux souverains également qui ont détenu cette orbe surmontée d'une croix. Alors, pourquoi est-ce que Constantin a choisi de transporter la capitale de l'Empire ottoman à Byzance, la future Constantinople? Et pourquoi ce site a-t-il fait l'objet de tant de convoitises? En d'autres termes, pourquoi, quelques siècles plus tard, Fourier s'est intéressé à ce même endroit pour le proposer comme capitale du monde? Et c'est surtout parce que cette partie de l'ancien monde présente des caractéristiques géographiques exceptionnelles. Il y a le détroit du Bosphore qui permet un passage facile entre l'Europe et l'Asie, qui est aussi assez facile à défendre. C'est aussi un endroit qui permet de porter la guerre, éventuellement dans les terres lointaines. Il y a l'estuaire de la Corne d'Or, qui offre aux navires un port naturel vaste et protégé des tempêtes. L'arrière-pays de Constantinople est un arrière-pays fertile, capable de nourrir une grande ville. Et le lieu est aussi assez bien alimenté en eau potable. La ville dispose de très nombreuses sources d'eau, mais cette eau doit être stockée dans des citernes qui aujourd'hui encore sont là, même si elles sont pour la plupart vides. Voilà une représentation de Constantinople, d'Istanbul, avec le Bosphore. Alors, il y a un autre détroit, le détroit des Dardanelles, hein, qui est aussi un lieu de passage important, mais il se trouve que le site de Troie a été finalement plus ou moins abandonné au profit de Constantinople comme point central comme centralité de cette partie du monde. Alors bon, ici j'avais rassemblé un certain nombre d'épisodes qui ont marqué l'histoire de ces détroits. Un autre épisode important, c'est la conquête de Constantinople et surtout la prise de la ville de Constantinople par Mehmed II en 1453, prise de la ville qui lui a permis de se présenter en successeur des empereurs byzantins et au-delà en successeur des Troyens, ce qui lui a permis au-delà des Troyens, les Troyens étant censés être à l'origine de la ville de Rome, Mehmed II a pu, en quelque sorte, se prévaloir d'une sorte de filiation par rapport à l'empire
la ville de Romulus et Rémus. Alors, une question que l'on peut se poser à propos de la ville, à propos de l'Empire ottoman, l'Empire ottoman, au moment où Mehmed II arrive à Constantinople, l'Empire ottoman est déjà en cours de formation depuis plusieurs siècles. Mais va très, très vite connaître une expansion considérable tout autour de la Méditerranée dans le Maghreb, au Proche et Moyen-Orient. Ça deviendra très vite une géographie extrêmement importante. La question qui se pose est de savoir si l'on peut vraiment le qualifier d'empire monde. La question est en débat. Il y a un certain nombre d'historiens comme Brodel, Wallerstein et d'autres qui ont défendu cette idée. Le fait est que l'on a effectivement qu'on est en présence d'une entité politique qui bénéficie d'un pouvoir considérable et qui occupe une place tout à fait nodale dans le réseau des échanges économiques. Il contrôle en partie la Méditerranée, il constitue un des terminus de la route de la soie. L'Empire est aussi présent dans une certaine mesure dans la mer Rouge et le Golfe Persique. Bref, on peut effectivement estimer que c'est à l'échelle de l'époque une puissance, une des puissances mondiales. Alors, cet empire forme le cœur donc d'un vaste espace qu'un historien gréco-franco-canadien, quelqu'un d'assez imaginatif, Dimitri Kitsikis, a désigné sous le nom de région intermédiaire. Et pour lui, la région intermédiaire est une région qui va de l'Europe occidentale jusqu'au fin fond de la Sibérie. Et cette région intermédiaire, dit-il, a pour centre l'Empire ottoman. L'Empire ottoman et plus particulièrement la région des détroits et cette organisation autour de la Méditerranée. Alors, quels sont les atouts de cette région? Principalement les détroits, les axes de communication maritime et terrestre, des atouts tellement importants que même au XXe siècle, alors que les conditions, notamment militaires, ont beaucoup évolué, un général de Gaulle, lors de sa visite à Ankara en 1968, a pu estimer que, dans un discours, que la Turquie avait pour mission, dit-il, de garder les portes de la guerre, mais qu'elle détenait aussi, la formule est jolie, les clés de la paix.
ces atouts géopolitiques sont si importants qu'une grande partie de l'histoire de l'Empire ottoman se déroule autour de ces détroits, et que ces détroits ont fait l'objet d'un grand nombre de coups de boutoir, en quelque sorte, et on fait l'objet d'une série d'accords internationaux qui sanctionnent les principes qui régissent la circulation dans les détroits et laissent au sultan la possibilité d'y empêcher la circulation des navires de guerre. Alors, ce lieu a évidemment soulevé beaucoup de convoitises, et notamment à l'époque qui nous intéresse, c'est-à-dire l'époque de Fourier, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. On a l'épopée Bonaparte d'abord, plus tard de Napoléon. Bonaparte qui, de toute évidence, veut s'emparer de la ville de Constantinople. Il l'exprime très clairement lorsqu'il se trouve devant Saint-Jean d'Acre en 1799. Il veut prendre la ville d'Acre parce que, dit-il, de Saint-Jean d'Acre, parce que, dit-il, si je réussis comme je le crois, je trouverai dans la ville les trésors du pacha et des armes pour 300 000 hommes. Je soulève et j'arme toute la Syrie, j'arrive à Constantinople, je renverse l'Empire turc, je fonde un nouveau grand empire qui fixera ma place dans la postérité, et peut-être retournerai-je à Paris par Vienne après avoir anéanti la maison d'Autriche. Donc ça, c'est un projet qui existe dès 1799. Il y a ce projet soutenu en quelque sorte par les révolutionnaires français de regrouper le monde autour d'idéaux, mais aussi d'imposer la force de la nouvelle dynamique française qui vise à créer un monde le plus unifié, le plus large possible. On retrouvera le même projet chez Napoléon, devenu empereur, en 1807, lorsqu'il va négocier avec le tsar à Tilsit en 1807, sur un radeau sur le Niémen, et une négociation qui va durer quelques jours. Les deux souverains se partagent le monde en quelque sorte, tentent de se partager le monde, et le débat tourne pour beaucoup autour de Constantinople et des détroits. Le tsar se voit volontiers installé à Constantinople, et Napoléon refusera en disant une phrase qui a été rapportée par de nombreux historiens par la suite: Constantinople, jamais, c'est l'empire du monde. Donc pas question de laisser Constantinople au tsar. Le tsar, de son côté, ne veut absolument pas imaginer que la France puisse s'installer à Constantinople. Et le résultat sera que finalement,
la ville sera laissée aux Ottomans pour éviter qu'une des grandes puissances européennes s'y installe. Alors, c'est à cette époque donc que nous retrouvons Fourier. Dans les années où Napoléon étend son empire, Fourier est persuadé d'avoir trouvé le héros des temps modernes qui saura réaliser son projet d'unité universelle. On peut lire dans le même ouvrage que celui que j'ai déjà cité tout à l'heure, La théorie des 4 mouvements et des destinées générales. À propos de Napoléon, il écrit « Déjà le nouvel Hercule apparu, ces immenses travaux font retentir son nom de l'un à l'autre pôle et l'humanité, accoutumée par lui au spectacle d'effets miraculeux, attend de lui quelque prodige qui changera le sort du monde. Peuple, vos pressentiments vont se réaliser. La plus éclatante mission est réservée au plus grand des héros. C'est lui qui doit élever l'harmonie universelle sur les ruines de la barbarie et de la civilisation. » Alors Fourier, je n'ai peut-être pas besoin de vous le présenter. Il y a ici une petite fiche où j'ai rassemblé en quelques lignes, j'ai donné un résumé de sa théorie et quelques-unes de ses œuvres. Son système, le système qu'il avait imaginé, qui était donc la création de petites unités de production reliées entre elles et installées dans un système pyramidal dont le point culminant était donc une sorte de gouvernement central installé à Constantinople, à Istanbul. Alors, voilà, j'ai noté quelques passages de ces ouvrages où il mentionne donc Istanbul comme capitale du monde, donc d'abord dans la théorie des 4 mouvements, ensuite dans la théorie de l'unité universelle, dans ce passage que je ne vais pas vous lire parce que vraiment le temps passe, dans ce passage, il fait mention d'un congrès d'unité, donc d'unité de la Terre, siégeant à Constantinople. Là encore, il donne plus de détails sur la manière dont fonctionnera le gouvernement universel installé à Constantinople. Et également dans ce passage d'un de ses derniers ouvrages de 1836. Le système de Fourier, avec l'idée d'une capitale du monde à Istanbul, Constantinople, sera développé surtout par ses disciples, notamment Victor Considérant. Victor Considérant est un philosophe, économiste. Il va être extrêmement productif. Il va publier plusieurs journaux. Il a une production théorique importante. Il va aussi lui-même s'impliquer dans la création de phalanstères hors de France. Il va passer une vingtaine d'années au Texas.
entre 1849 et 1869. Et il va rentrer en France en 1869, après, à vrai dire, avoir essuyé un certain échec dans le Nouveau Monde, et il va adhérer à la Première Internationale. Donc là, on voit comment cette première génération de socialistes utopiques adhère à un mouvement qui est un peu plus terre à terre, en quelque sorte. Lorsqu'on lit ces développements concernant la place d'Istanbul dans le nouveau monde que les fouriéristes voudraient se voir dessiner, on voit bien que ce dont il s'agit essentiellement, c'est d'une part d'asseoir, lorsqu'on lit le petit texte là que j'ai mis sur cette diapositive, qu'il s'agit d'une part d'asseoir le pouvoir de la France dans le cadre d'une politique d'expansion coloniale, et d'autre part de créer une sorte d'empire favorable un empire favorable au commerce et à l'industrie. On est dans une démarche qui est très, très comparable à celle des Saint-Simoniens à la même époque. Les Saint-Simoniens qui rêvent de couvrir le continent européen et les régions voisines, les pays du Maghreb, l'Égypte, la Russie, de couvrir de chemins de fer, de grands travaux, le canal de Suez, etc., de manière à favoriser l'enrichissement et le progrès. Ce qui caractérise Fourier considérant et les autres fouriéristes, c'est qu'ils sont à la recherche d'un certain nombre ils sont en quête d'un certain nombre d'objectifs. D'abord, ils veulent créer une Europe industrieuse et pacifique, guidée par un désir d'unité, ce qu'ils appellent une solidarité industrielle, fondée sur des échanges dans le domaine de la science et du travail, la circulation des produits, des idées et des sentiments aussi, une Europe championne de l'émancipation des peuples, la paix par l'unité de l'Europe. Et cette unité qui est conçue comme la centralité d'un gouvernement administratif du globe, en l'occurrence Constantinople, et comme une unité fédérative des races européennes. Donc, on n'est pas, si vous voulez, dans une logique d'empire-nation, en quelque sorte, mais dans une logique de fédération, assez que le système fouriériste, du reste, celui de la fédération de phalanstères, prévoyait déjà. Alors bon, ce sont des idées qui ont séduit pas mal de monde, et notamment un certain nombre de grands écrivains
français. Là, je donne deux exemples. Celui de Théophile Gautier, qui, lorsqu'il arrive à Constantinople, à Istanbul, en 1852, pense tout de suite au projet de Fourier d'y instituer la capitale du monde. Je pense aussi à Flaubert, hein, qui en 1850 écrit à un de ses amis, à Louis Bouilhet. Voilà, lui aussi arrive à Constantinople et ce séjour le ramène à ses lectures fourriéristes. Il dit, bon, en somme, il estime que la ville qu'il voit répond bien à sa vision d'une capitale mondiale. Un autre cas, celui d'un Arthur de Bonnard, qui un peu plus tard reprend à son compte les idées de Fourier. Là, on arrive à la fin de cette petite présentation qui a tendance à durer, comme vous le voyez. Je voudrais vous dire un mot de quelqu'un d'autre qui n'est pas un fourriériste, Jean Thiriard, qui est en fait une figure un peu trouble, qui a été un Belge, hein, qui avant la Deuxième Guerre mondiale a été un militant antifasciste, mais qui, durant la guerre, pendant l'occupation de la Belgique, a collaboré avec les occupants et qui ensuite a été emprisonné du reste pendant un certain nombre d'années. Et lorsqu'il est sorti de prison, dans les années 50, on le voit être un des fondateurs d'un mouvement d'action civique qui s'oppose à la décolonisation du Congo belge. Et plus tard, il va fonder un autre mouvement qui s'appelle Jeune Europe et qui va être un des éléments principaux d'une sorte d'organisation transeuropéenne, hein, de mouvements néo-nazis, avec en France, par exemple, Occident et Art Nouveau. La pensée de Jean Thiriard, qui est aujourd'hui très largement diffusée par un certain nombre de cercles, est dominée par l'anti-américanisme, une fascination à l'endroit des régimes communistes, un certain antisionisme assez marqué et l'aspiration à quelque chose qu'on pourrait appeler une Europe-nation, c'est-à-dire une nation abstraite en quelque sorte, qui ne tiendrait pas compte de la multiplicité des nationalités européennes et une Europe-nation qui recouvrirait l'ensemble de l'Eurasie. En fait, son projet, très abstrait, il faut le dire, c'est un projet d'empire eurasiatique, mais qui aurait pour capitale Istanbul. Alors sur ce thème, les écrits de Thiriard traduits en anglais
font un petit livre de 150 pages environ, donc il y a une production relativement importante hein, chez ce penseur d'extrême droite sur le thème d'Istanbul, capitale géopolitique de ce qu'il appelle les États-Unis d'Europe, de Russie et d'Asie. Les arguments sont toujours les mêmes, c'est-à-dire des arguments géopolitiques, et de manière plus concrète, il propose pour cet ensemble une sorte de lingua franca qui serait de l'anglais ou l'espagnol. Alors, ce qui distingue fondamentalement Thiriart et ce projet totalitaire, en fait, d'un empire eurasiatique, ce qui le distingue des fourriéristes, c'est les fourriéristes voient l'Europe, surtout considérant, et puis ses successeurs, voient l'Europe comme une fédération de peuples unis dans leurs différences, un peu comme l'Union européenne aujourd'hui conçoit l'Europe. Thiriart refuse absolument cette idée. Il prône la fusion de toutes les nations dans une république à destin impérial, et il précise même dans un de ses écrits « Je vomis les nations raciales ou linguistiques ». Il est venu donc du national-socialisme et il se définit lui-même comme un national-communiste grand européen ou un européiste national bolchevique dans la lignée d'autres penseurs qui, dans les années 1930-1940, ont développé le même type d'idées dans l'Union soviétique et qui, du reste, ont fini au goulag. Alors, quelques remarques pour finir, si vous voulez. D'abord, les projets relatifs à l'instauration d'une capitale du monde à Constantinople et Istanbul ne prennent pas en compte, ou très peu, le pouvoir politique en place, qu'il s'agisse du sultan ou à partir de 1923 de l'État kémaliste. C'est quand même assez curieux. On est en présence d'intellectuels qui créent un projet de toute pièce sans prendre en compte les réalités politiques du moment. On a affaire, avec Thiriart surtout, mais aussi avec Fourier et ses disciples, à des constructions de l'esprit, à vrai dire, peu argumentées et indifférentes aux réalités sociales et culturelles de la région. En particulier, aucun de ces auteurs n'évoque vraiment de manière sérieuse la question de l'islam ou des rapports entre les religions. Leur idée d'une capitale mondiale ou eurasiatique qui serait installée sur les rives du Bosphore ne repose que sur des considérations géopolitiques. Elle doit aussi beaucoup à la notion très ancienne d'un monde nécessairement doté d'un centre administratif, politique, culturel, quasi mystique, qui servirait d'axe au fonctionnement harmonieux de l'État et de la société. On peut se demander pourquoi ce besoin de centralité et pourquoi cette insistance
sur la nécessité d'installer la prospérité dans un cadre en quelque sorte impérial. C'est une question que l'on peut poser. Alors, bon, il est vrai qu'Istanbul, Constantinople, a toujours été une ville convoitée. Elle a notamment subi les coups de boutoir de l'Empire russe, donc on peut considérer qu'on est en présence d'un projet, de projets relativement réalistes. Au début du XIXe siècle, l'idée fouriériste d'une capitale mondiale installée sur le Bosphore n'est pas totalement saugrenue. À cette époque, le pouvoir ottoman est déjà très affaibli. L'Europe est au contraire en pleine poussée coloniale et effectivement, elle a des visées sur la ville de Constantinople, des visées qu'elle ne pourra pas réaliser. Faute de pouvoir instaurer à Constantinople, Istanbul, un pouvoir universel à la manière de Napoléon, les puissances, tout au cours du XIXe siècle, vont viser à faire barrage à la Russie, mais la seule solution qu'ils trouvent, c'est de faire barrage à la Russie en y maintenant un gouvernement faible, mais qui sait jouer des circonstances, qui sait manier l'équilibre entre les puissances, qui est le gouvernement du sultan. Quant au projet de Thiriart, il faut dire que lui aussi s'adosse à une conjoncture de tous les possibles. Thiriart est actif, si vous voulez, l'essentiel de sa production va de 1945 à la fin des années 80, début des années 90. Je ne me rappelle plus de ça. Il est mort en 92. C'est une période qui est marquée par l'affrontement des blocs, les turbulences de la décolonisation, la montée de nouveaux acteurs régionaux, l'effondrement de l'Empire soviétique. Bref, autant de facteurs qui en font une période qui est propice aux utopies. Voilà ce que j'avais à dire. Vous voyez que c'était, comme je vous l'ai dit, plutôt sous la forme d'une causerie, si je puis dire, avec des éléments assez disparates qui pour moi formaient quelques cohérences, mais qui ont pu peut-être vous paraître un peu décousus. Pas du tout. Vous dites une causerie, c'est un énorme panorama que vous nous avez offert. Merci beaucoup. Parce que, ouais, pour aller au centre, vous êtes parti vraiment de la périphérie. Et puis, Perpignan, Rome, Delphes, pour en arriver à Constantinople. Et puis, chronologiquement, de la même façon, l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Donc, c'est vraiment une grosse causerie. Merci beaucoup. Alors, oui, il y a eu des pommes d'or, il y a eu des batailles d'omelettes soufflées. Ça, c'est un concept étonnant. La bataille d'omelettes soufflées au Fourier, ouais, c'est lié à pas mal de ces idées sur la gastronomie et tout ça. Mais comme ça ne donne pas directement à comprendre la bataille d'omelettes soufflées à Constantinople. Vous voulez commenter un peu ce point? Mais écoutez, évidemment, il y a tout un aspect que j'ai dû passer sous silence, c'est que pour Fourier, les passions, la sensualité,
les goûts, l'harmonie musicale aussi, sont des éléments importants de l'action humaine en quelque sorte. J'estime que c'est un philosophe extrêmement intéressant de ce point de vue parce qu'on sort de l'explication marxiste qui axe beaucoup sur le travail, l'économie et des aspects de ce genre. Voilà quelqu'un, un penseur, qui introduit aussi les passions, les désirs, et puis ce qu'il appelle lui, il part de la théorie de Newton, l'attraction universelle, et il développe cette idée en élaborant sur l'attraction entre les individus, les hommes et les peuples également. Justement, peut-être pour initier la phase de questions-réponses, je me permets cette question complémentaire. Est-ce que Fourier, parce que vous êtes aussi passé finalement des idées socialistes plutôt des théories d'extrême droite, on pourrait dire, avec Thiriard, mais est-ce que c'est à la fois Fourier et Considérant et Consort et peut-être Thiriard, sont-ils connus des nationalistes turcs ou des théoriciens du nationalisme turc? Est-ce que ce sont des références ou pas du tout? Thiriard, je ne pense pas. Enfin, peut-être. Thiriard, je crois, est bien connu en France au sein du Rassemblement national, par exemple. Mais je ne crois pas, enfin peut-être que ce livre dont je vous ai montré la couverture a pu attirer l'attention, parce que c'est un livre assez récent, qui est paru il y a 2 ou 3 ans, cette traduction anglaise. Donc ce livre a pu intéresser peut-être certaines personnes en Turquie, mais franchement, je n'ai pas rencontré. Et Fourier, il a un... Fourier un peu plus, un peu plus. On peut trouver quelques références à Fourier, mais franchement, je crois, enfin autant que je sache, en Turquie, les gens focalisent beaucoup sur la pensée marxiste. La pensée marxiste. Récemment, j'avais une conversation avec un collègue d'origine turque qui se trouve ici à Strasbourg, que vous connaissez, je crois, Ragı Pege, spécialiste de la philosophie de l'économie, et qui me parlait d'un article qu'il était en train d'écrire sur les Saint-Simoniens. Sur les Saint-Simoniens, qu'il était plus ou moins en train de découvrir lors de l'écriture de cet article. Et bon, ça l'intéressait beaucoup. Et voilà, à travers lui, les Saint-Simoniens pourraient... les Saint-Simoniens, en général, autant que je me souvienne, ont déjà suscité quelques articles en Turquie. Mais les fouriéristes, c'est déjà autre chose, parce qu'il faut se laisser aller à... Enfin, il faut commencer par accepter l'aspect folklorique de l'écriture de Fourier. C'est assez folklorique. C'est assez confus quand même. Bon, moi, je vous ai mis là de tout petits extraits. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Fourier par ailleurs, mais ce sont quand même de gros traités.
où il faut suivre la pensée de l'auteur. Hein. Oui, mais je voulais dire, pour les successeurs un peu plus praticiens que théoriciens, qui ont établi des phalanstères ailleurs qu'en Europe, notamment aux États-Unis, mais y a-t-il eu des essais dans l'Empire ottoman, enfin en Turquie et dans l'Empire ottoman d'établissement de phalanstères concrètement dans ces années-là? Je ne pense pas, je ne sais pas. Peut-être que notre ami Erdal Kaynar aurait quelque chose à dire à ce propos, mais je ne vois pas. Il y a eu des essais organisés par l'État ottoman de création de fermes modèles, de choses de ce genre, mais à ma connaissance, pas de structure. Je ne sais pas, par exemple, il y avait vous savez, les poils Godin avec une sorte de phalanstère aussi qui avait été mise en place. Je ne vois rien de comparable en Turquie. Intéressant, d'accord. Je ne vois rien de comparable en Turquie, même au 19e siècle. Peut-être il y a des choses dont je n'ai plus la mémoire, mais je ne pense pas. Parce que pour les Saint-Simoniens, vous aviez montré que ils avaient évidemment été très actifs en Égypte. Et il y a un petit peu en Algérie, il y a eu un petit peu une idée phalanstérienne à un moment donné, mais pour la Turquie, c'est moins clair. Ouais. Et les Saint-Simoniens ont été aussi très, très actifs en Algérie. Bon, c'est vrai que ces deux mouvements, quelquefois, se rejoignent, mais l'aspect phalanstérien n'est pas développé chez les Saint-Simoniens. Hein. C'est plutôt des patrons de grandes entreprises hein, qui éventuellement mettent en place des structures pour mieux tenir leurs ouvriers dans les environs de l'usine. Hein. Peut-être que même en Turquie, ça existe. Je ne sais pas, dans les régions où du reste, ce sont des Français qui ont organisé des mines de charbon, etc., du côté de Zonguldak. Il est possible qu'il y ait eu des structures. Encore qu'à Zonguldak, c'était plutôt les paysans qui étaient contraints de venir travailler un certain nombre de jours par semaine et ensuite on les renvoyait chez eux. Je ne crois pas qu'on ait cherché à les rassembler autour de la mine dans des structures de ce genre. À Adana, où il y a donc une industrie à base agricole, en Cilicie, pareil, ce sont des paysans qui viennent, enfin des ruraux qui viennent, qui passent quelques semaines à dormir au clair de la lune et qui ensuite repartent chez eux. Je ne sais pas si M. Kaynar a d'autres exemples à donner comme ça d'institutions qui ne seraient pas proprement parlées fourriéristes, mais qui auraient comme ça une idée. Non, Paul, c'est une bonne question que je m'étais posée aussi, mais je pense qu'il y a un décalage quand même chronologique. Parce que l'industrialisation, entre guillemets, de l'Empire ottoman, c'est beaucoup plus tardif. Donc, on est à la fin du 19e siècle et là, l'impact de Saint-Simon et des Fouriers, c'est déjà passé, en gros. Oui. Donc, c'est beaucoup plus le modèle allemand avec Krupp, etc. Enfin, je ne veux pas dire que le modèle allemand a été repris dans l'Empire ottoman, mais je crois que Fourier et Saint-Simon, ce n'est pas forcément les références. Par contre, on est toujours dans l'Empire ottoman, bien sûr, où on voit l'impact de Fourier, c'est évidemment dans le mouvement des kibbutz en Israël-Palestine.
donc qui Oui. est directement inspiré. Oui. Je crois le premier Kibbutz date de 1910, si je ne me trompe pas. Mhm. Et voilà, c'est clairement dans cette lignée-là. Oui. Même si, évidemment, ce n'est pas un mouvement indigène ottoman, entre guillemets. Oui. Mm. Enfin, moi, mettons les exemples d'industrialisation que je connais le moins mal, en quelque sorte, c'est des cas comme les soieries de Boursa, certaines industries, bon, comme les différentes mines, etc. Puis la région d'Adana, c'est autour du coton, des textiles, et ainsi de suite. Et là, je ne vois rien de comparable. Hein. Je ne vois rien de comparable. Et à Salonique, vous avez travaillé sur la région aussi. C'est vrai que j'ai aussi travaillé sur Salonique, mais là, c'est le tabac. Hein. On a beaucoup à faire le tabac, c'est quoi? C'est une sorte de sous-prolétariat, hein, des gens très pauvres qui viennent travailler. Qui est disponible de manière abondante. Et essentiellement les juifs ou les Roms, les tziganes, qui travaillent beaucoup dans ce genre d'implantation industrielle. Et il y a aussi les briqueteries. Alors, c'est vrai que, par exemple, dans le cas des briqueteries et autres industries développées à Salonique par Alaltini, vous savez, c'est une grande entreprise, les entreprises d'Alaltini, qui commence à se développer dans les années 1880 et qui se poursuivent jusque dans le XXe siècle, jusque bien avant dans le XXe siècle. À côté de ces par exemple des moulins à Latini, il y a un quartier ouvrier juif qui est mis en place. Aujourd'hui, ces petites maisons ouvrières sont devenues des maisons qui ont été vendues à des particuliers. Mais à l'époque, il y a un lien entre l'industrie, la Latini, qui est une grosse industrie. Maintenant, je ne connais pas le détail de Latini. Les archives sont disponibles. Il y a des gens qui y ont travaillé, mais qui n'ont rien publié encore en ce qui concerne Latini. En Turquie, ce qui était connu, c'était les tuiles fabriquées par Latini et qui ont beaucoup circulé dans l'Empire ottoman, mais les autres industries sont moins connues. Et comme ces communautés juives ont été bien pénétrées par notamment l'Alliance israélite universelle, là, il y a un autre modèle qui a pu être influencé par les projets phalanstériens, qui a fonctionné dans une certaine mesure. Mais il s'agit plutôt, dans l'Alliance universelle, l'Alliance israélite universelle, de créer des petits entrepreneurs, surtout ça. Enfin, en tout cas à Salonique. En Palestine, c'est une autre chose, mais à Salonique, on favorise on fait des gens qui vont fabriquer des chaises, qui vont réparer des montres. C'est le petit artisanat moderne qui est encouragé.
fascinant, fascinant. Est-ce que je vais laisser un peu la place à tout le monde? Ouais. Jean-Louis, Oui, on je t'écoute. voulais dire que le modèle actuel turc, celui de M. Erdogan, il se rattache plus à l'héritage de l'Empire ottoman, c'est-à-dire de ce passé glorieux de l'Empire ottoman autour de l'islam, qu'il essaye d'ailleurs d'exporter vers la Turquie ou ailleurs, vers la Libye ou ailleurs, plutôt que l'héritage fourriériste, c'est clair. En revanche, l'idéologie véhiculée par Thiriard et des gens comme ça, évidemment, elle a beaucoup diffusé chez nous dans le Rassemblement national et des groupes comme ça fascistes, mais elle est aussi très présente en Russie, non seulement dans l'entourage de Poutine, qui fait très souvent référence à cette utopie de l'Eurasie, Oui. mais chez aussi beaucoup de ceux qui s'appellent les nationaux bolcheviques, qu'on voit et qui sont plutôt des opposants à Poutine, mais disons des espèces de concurrents de Poutine, qui rêveraient d'être à la place du tsar Poutine, mais qui véhiculent effectivement ce type d'idéologie. On trouve beaucoup ça en Russie en ce moment. Oui, ben, la notion d'Eurasie est effectivement une notion assez suspecte, hein. Je sais pas, quand je vois un département, l'Institut des langues orientales à Paris, prendre le nom de département eurasiatique, ça me gêne. Ça me gêne parce que c'est une notion très suspecte. En Turquie, elle est aussi, c'est une notion qui est quand même très à la mode également, hein, la notion d'Eurasie. Euh, je ne sais pas ce qu'il en est. En fait, bon, ça rejoint tout, par certains aspects les courants panturquistes, pantouranistes dans une certaine mesure. Et ça, c'est peut-être plus développé encore dans l'ancien monde soviétique qu'en Turquie, hein. C'est beaucoup plus présent. En Turquie, il y a eu une tentation de développer je crois, c'est une question que je ne connais pas très bien, mais il y a une tentation de développer cet aspect des choses au moment de l'effondrement de l'Union soviétique, lorsque la Turquie a eu une politique très agressive d'expansion vers les anciennes républiques musulmanes de l'Union soviétique. Bon, ça a laissé des traces, hein. Il y a des institutions qui existent toujours, qui s'occupent de cela. Il y a eu le mouvement de Fethullah Gülen qui s'est un peu accroché aussi à ce projet. Mais j'ai l'impression que l'État turc, ce n'est pas tellement de ce côté-là qu'il regarde maintenant, hein, l'État en tout cas. Une petite anecdote, au moment de la première guerre du Golfe, j'étais à Istanbul, on entendait parler des bombardements à Bagdad, etc., en Irak, et les Turcs que je rencontrais dans les bars à Istanbul me disaient Saddam Hussein a raison de revendiquer le Koweït comme faisant partie de l'Irak, mais il oublie que l'Irak faisait partie de l'Empire ottoman. Et au fond, le Koweït devrait nous revenir. Donc il y avait comme ça d'expansion d'une espèce de panturquisme ou de néo-ottomanisme. Oui. Le cas de l'Irak est un peu particulier parce que notamment la frontière entre la Turquie avec l'Irak a été, la frontière n'a pas été fixée au moment du traité de Lausanne,
Et au fond, ça reste un dossier, même s'il a été plus ou moins réglé dans les années, à la fin des années 1920, ça reste de manière assez ambiguë du reste, puisque le débat tournait beaucoup autour du pétrole. Ça reste quand même un dossier ouvert. L'Irak, c'est un cas pareil, la frontière avec la Syrie n'a pas été réglée au moment du traité de Lausanne, et donc ça fait partie de ces dossiers ouverts. Il y a un certain nombre d'années maintenant, ce n'est plus quelques années, j'ai eu l'occasion d'avoir entre les mains une thèse soutenue à Paris sur la question des frontières de la Turquie, républicaine. C'était une énorme thèse de 600 ou 700 pages, et j'ai été très frappé de voir qu'on puisse dire tant de choses à propos de frontières qui me semblaient être fixées. Mais en fait, la plupart des frontières de la Turquie ne sont pas fixées. Hein. Ce sont des dossiers qui sont constamment réouverts. Et on le voit bien aujourd'hui avec l'intervention de la Turquie dans des conflits où on pourrait penser qu'elle n'a rien à faire, mais ce n'est pas vrai. Elle a à faire dans ces différents conflits. Et notamment donc la frontière irakienne. Est-ce que je peux oui. encore vous faire une remarque Oui. J'étais frappé par quelque chose que vous disiez lorsque vous montriez la photo des chefs religieux qui portaient tous une coiffe quasiment identique. Oui. Et alors pour ceux qui vous lisent, on reconnaît là le ton un peu sarcastique parfois dans vos analyses. Et vous disiez, apparemment, ça ne les gêne pas beaucoup de partager tous la même motivation. Et ça me faisait me poser la question suivante. Dans l'Empire ottoman, et Jean-Louis parlait de l'Irak et du Moyen-Orient, donc le Caire, au Moyen-Âge, le Caire se présentait comme la capitale du monde aussi, bien sûr. Qu'en est-il? Ce qu'on sent bien, c'est la dimension symbolique du centre du monde. Hein. C'est peut-être même plus que géopolitique. Qu'en était-il de Jérusalem, surtout du point de vue donc, des religions qui pouvaient aussi se prétendre le centre du monde? Est-ce qu'il y avait des concurrences dans l'Empire ottoman pour être le centre du monde parmi les villes, les grandes villes ottomanes? À l'intérieur de l'Empire ottoman? Ouais. Franchement, je ne crois pas. Enfin, dans la pratique, on a quand même un empire où la différence entre le centre il me semble, hein, peut-être que Erdal Kainar a un sentiment différent, mais moi j'ai l'impression d'une situation où la différence entre le centre et la périphérie, en quelque sorte, est très nettement marquée. Très nettement marquée. Bon, maintenant, le cas de Jérusalem est un cas effectivement un peu différent dans la mesure où c'est un des lieux saints importants du monde musulman et peut-être plus important que Constantinople, enfin Istanbul. Je disais tout à l'heure que les sultans ont tout fait pour doter Istanbul d'une sacralité musulmane, hein, avec la tombe d'Ayyub, avec les reliques rassemblées à Istanbul, au palais, mais je ne crois pas que ça ait le même niveau de sacralité que Jérusalem. Je ne crois pas. Et donc, Jérusalem est un cas particulier, mais ça n'en fait pas pour autant le centre de l'Empire ottoman. Ça reste périphérique par rapport. C'est même un des aspects qui me frappe le plus dans l'Empire ottoman, c'est que
de la capitale, le reste de l'Empire est un peu négligé. Et même pas mal négligé. Même des villes prestigieuses, les villes de Syrie, Alep, enfin, pour la période que je connais moi, je me rappelle avoir lu des récits d'attachés militaires français où ils arrivent à Alep, où il n'y a pas un seul canon qui fonctionne. L'administration ottomane a très peu de contact avec la population locale. Ils ont l'impression de société un peu à l'abandon. Et pourtant, là, nous sommes à une époque de grande centralisation de l'Empire grâce au télégraphe, grâce à d'autres moyens. On a un empire de plus en plus centralisé, mais où peut-être que le rapport entre le centre et la périphérie, il y a le chemin de fer aussi qui relie un peu tous ces centres, mais ce n'est pas suffisant. Rien ne remplace la centralité d'Istanbul, qui est un lieu de pèlerinage. Aujourd'hui encore, du reste, si vous allez visiter en touriste le palais de Topkapı, on est très frappé quand même de ces foules qui s'amassent autour des reliques. On a institué en marge de l'espace dédié aux reliques, on a institué un lieu où le Coran est lu, m'a-t-on dit, 24 heures sur 24, récité 24 heures sur 24. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, pendant la durée des horaires de visite, la récitation n'est jamais interrompue. C'est très frappant. C'est nouveau du reste, enfin relativement nouveau comme phénomène. Ça date je dirais, d'une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, environ une vingtaine d'années. Mais le fait est qu'il y a une clientèle pour tout cela, c'est-à-dire tous les touristes du monde musulman qui se retrouvent à Istanbul passent par là. À un certain moment, le palais de Topkapı a eu comme directeur un de nos collègues, Hilbert Orteile. C'est lui du reste qui a, je crois, institué ces lectures permanentes du Coran. Et il se plaignait du fait que beaucoup de touristes occidentaux venaient visiter la salle des reliques avec en mini-jupe, sans tous les aspects extérieurs du respect. Alors apparemment ça l'avait beaucoup embêté et m'a-t-il dit, c'est là qu'ils ont décidé de mettre à côté des reliques du prophète, de mettre aussi quelques reliques juives et chrétiennes. Donc, ils ont trouvé dans un coin du palais le crâne de Saint Jean, je crois, autant que je me souvienne. Ils ont trouvé le bâton de Moïse et des choses de ce genre. Et ils les ont mis là en espérant qu'il y aurait moins de mini-jupes. Mais ça n'a pas vraiment marché, je dois dire. Ça. Et on a quand même affaire à des hordes effectivement assez irrespectueuses. Oui, Paul, si vous permettez, c'est intéressant ce que vous dites, mais je trouve ça très intéressant aussi que les filles en mini-jupe, ça gêne, mais une musulmane voilée qui est là et qui dit «
oui, papa, je suis là devant le bâton de Moïse, c'est super cool. Et ça, en fait, on voit plus des filles, enfin des hommes aussi qui prennent des selfies et qui montrent Oui. pas Non, non, véritablement mais, de respect que des filles en mini-jupe. oui. Mais du reste, cette notion de respect est assez curieuse. On la voit de plus en plus dans la presse turque. Par exemple, il y a quelques jours, on reprochait au maire d'Istanbul d'être allé visiter le mausolée de Mehmet II, justement, en mettant ses mains dans le dos, enfin, en croisant ses mains dans le dos. Et ça a été considéré comme un signe d'irrespect considérable, à tel point qu'on a envisagé de le traduire en justice pour avoir croisé. Il y a quand même cette notion de respect que l'on voit monter en quelque sorte dans la Turquie d'aujourd'hui. C'est un phénomène intéressant. Pour l'instant, on n'a pas cela en France. Je ne sais pas. Ça peut venir. Là, ça nous sort de notre sujet. Absolument, mais bon, c'est le problème des lieux symboliques, hein, en quelque sorte. Hein. C'est la question des lieux symboliques, de ces centres symboliques, et comment on les fabrique aussi, parce que c'est un des aspects hein, je n'ai pas pu aborder cela, mais ce sont des lieux que l'on fait. Tout à l'heure, vous parliez de la centralité de Jérusalem. Cette centralité, je n'en ai pas du tout parlé, hein, mais cette centralité est évoquée hein, par notamment le prophète Ézéchiel. C'est quelque chose que l'on cite fréquemment. Il fait de cette centralité, il fait de Jérusalem un des centres mystiques du monde. C'est assez intéressant du reste parce que ces centres mystiques sont souvent matérialisés par des choses comme l'omphalos de Delphes que je vous ai montré. Du reste, il y a une drôle de forme de pénis comme ça. C'est assez frappant. Je ne sais pas si ça vous a frappé ou pas. Ou des trous dans lesquels on pénètre. À Jérusalem, le trou, le Saint-Sépulcre est organisé autour l'église du Saint-Sépulcre est organisée autour d'un trou de ce genre qui ressemble parfaitement à ce trou que je vous ai montré concernant la ville de Rome, l'ombilique de la ville de Rome, le nombril, et qui permet en fait d'accéder aux forces. Personne ne peut pénétrer dans ce saint des saints de l'église du Saint-Sépulcre, sauf les prêtres grecs orthodoxes qui le desservent. Le Saint-Sépulcre à Jérusalem, c'est toute une comédie, hein, de toute façon. Je ne sais pas si les uns ou les autres avaient eu la possibilité de visiter ce lieu. C'est un lieu extrêmement intéressant. Hein. Je regardais l'autre jour un reportage là-dessus, et où il était question d'une petite partie de cette église qui était, je crois, desservie par des prêtres arméniens. Et alors, il y avait plusieurs lampes qui étaient accrochées pour éclairer le lieu, mais 3 de ces lampes ne pouvaient être allumées que par des prêtres catholiques. Donc, il y a toute une série de marchandages de ce genre entre le personnel. Hein, c'est intéressant. Ça ajoute à la sacralité du lieu, oui. Y compris quelquefois des batailles rangées entre les différentes confessions chrétiennes.
non, ça c'est arrivé. Mais pour ce qui est du Jérusalem, c'est vrai que on peut se souvenir aussi que les premières mosquées, à l'époque du prophète Mohammed, le mihrab était dans la direction de Jérusalem. Oui. Plus tard qu'on a orienté la prière en direction de la Mecque. Mais au départ, c'était en direction de Jérusalem. Donc il restait une espèce de centre du monde religieux au moins. Ah oui, ben, de toute façon, ça se situe à l'est. Hein. Oui. Globalement, Oui. hein? Si on ne se tourne pas de la même manière vers la Mecque et vers Jérusalem. Non, pas tout à fait, mais globalement, on préfère regarder du côté du soleil levant plutôt que du soleil couchant. Hein. Et c'est vrai que moi, si je devais avoir acheté un appartement, je préférerais avoir mes fenêtres orientées vers l'est plutôt que vers l'ouest. Il faut avoir les deux. Écoutez, c'est un sujet qu'on pourra peut-être reprendre le 19 juin, puisque Damien Coulon nous parlera de Damas, d'Alep, de Jérusalem, du Caire, un peu une autre période, mais donc il y aura des ponts à établir, je pense, entre vos travaux. J'espère que tout le monde pourra être là. Oui, en tout cas, entre périphérie et périphérie, il y a quand même des différences. Hein. Moi, je connais les périphéries occidentales qui sont assez minables, généralement, enfin, du point de vue des monuments, etc. Mais, et puis de la société, hein, quand on voit une ville comme Salonique, pas de grande bibliothèque musulmane, pas de monuments musulmans de quelque importance, alors que les sociétés que vous évoquez, là, Damas, Alep, etc., sont quand même des sociétés beaucoup plus lettrées. C'est un autre monde. Hein. On est quand même... C'est certes une périphérie, mais enfin, visiblement avec une autre société beaucoup plus cultivée probablement, et enfin, détentrice d'une culture musulmane beaucoup plus, et d'une culture religieuse, mais aussi artistique, hein, beaucoup plus élaborée qu'à l'Ouest. Voilà, ça serait intéressant. Oui, bah, écoutez, j'espère que vous pourrez être là aussi. Et bah, écoutez, on va pas peut-être, s'il n'y a pas d'autres interventions, vous remercier vraiment beaucoup pour écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoutez, j'étais un peu inquiet parce que je sentais bien que si je disais tout ce que j'avais à dire, ça dépasserait largement le temps qui était imparti. Enfin, globalement, je comprends qu'il y a quand même quelque chose qui est passé. Tout à fait, on peut le confirmer tous, hein. Et toutes. Et, donc écoutez. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Ça m'a fait plaisir de faire la connaissance de votre groupe. Merci aussi à nos amis qui ont organisé ça, Rachid et Antoine. Voilà. Merci. À la prochaine. À bientôt. Merci encore. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.